Pagliaro, vous l'avez peut-être reconnu, vieux succès des années 80, super tune. Nous, on fabrique des... en fait, la chanson s'appelle Les Bombes. J'ai en studio Martin Hébert, qui est directeur du département d'anthropologie de l'Université Laval. Vous le connaissez un peu parce qu'il a accompagné Sandrine Lambert pendant cet automne pour certaines de ses chroniques. Et Martin inaugure aujourd'hui, seul, une nouvelle chronique qui est un peu le prolongement de celle que faisait sa collègue Sandrine avant Noël. Et à toutes les 2 semaines, Martin va venir en studio partager avec nous ses réflexions d'anthropologue sur certains grands enjeux qui traversent notre temps. Et pour ce faire, il n'hésitera pas à aller piocher dans la littérature de science-fiction, notamment dont il est friand, Martin, qui en a même qui en écrit aussi. Et Martin, tu as décidé de baptiser ta chronique « Nous, on fabrique des mondes ». C'est pour ça qu'on a fait jouer la toune de Pagliaro. Mais tu as une perspective un peu différente de la sienne, je pense. Oui, absolument. C'est-à-dire que la chanson, si on écoute les paroles au complet, les paroles au complet, parle de tous les maux qui affligent notre époque. C'est une chanson des années 80, mais qui se transpose encore très, très bien, là. À cette vision, disons, qu'on va dire diagnostique de l'ensemble des problèmes auxquels on est confronté, la chronique voudrait répondre par un ensemble de propositions, c'est-à-dire que ce que je voudrais vous proposer dans les semaines qui viennent, c'est de regarder en fait comment des gens se mobilisent, des gens utilisent leur imagination pour imaginer non pas des bombes, mais des mondes. Il y a un terme pour ça qui a été inventé par l'UNESCO dans les années 2013 à peu près, là, qu'on appelle la littératie des futurs. Le postulat derrière ça, c'est que pour avoir une action citoyenne qui est efficace, avoir une action citoyenne qui a vraiment une portée de changement profond, un impact aussi, il faut s'habituer, il faut développer des outils, des manières de faire pour imaginer les futurs qu'on souhaite d'une certaine façon. Ah, c'est intéressant. Donc, tu es dans une perspective davantage d'espoir, c'est ça? D'espoir, mais en même temps, et là, c'est la continuité avec la chronique que faisait Sandrine, elle est directe, là. La littératie des futurs implique aussi de prendre en compte et d'examiner la grande diversité de futurs qui sont proposés et qui sont souhaités par différents groupes sociaux. Et de les aborder aussi avec un œil critique. Donc, évidemment, il n'y a pas juste les gens qui militent pour la justice sociale qui ont une vision du futur. Il y a plein de gens qui en ont et qui sont fort différentes. Et d'ailleurs, étant donné que notre chronique la semaine prochaine va prendre place quelques jours après l'inauguration, notre chronique dans 2 semaines va prendre place quelques jours après l'inauguration de Donald Trump. On va regarder aussi les futurs que lui et son entourage proposent. Donc, on va regarder vraiment une gamme, mais en même temps, c'est ça. C'est d'un côté avoir un œil critique, mais de l'autre côté, regarder des groupes, des personnes, des auteurs qui, par différents moyens, tentent de nous amener à réinventer le monde, là. Est-ce que c'est inquiétant pour toi est-ce qu'on court le risque comme société de ne plus offrir que des mondes qui sont anxiogènes, noirs, un peu désespérés, puis que les groupes qui sont encore porteurs de certaines perspectives plus fondées sur la justice sociale, plus lumineuses, que ces groupes-là se découragent éventuellement dans le contexte qu'on connaît actuellement, puis finissent par arrêter de promouvoir leur vision du monde? Tout à fait. C'est-à-dire que il y a eu une tendance quand même assez importante qu'on peut retracer à partir de la fin des années 70, je dirais, où justement s'est développé dans les milieux militants, dans les milieux où on veut vraiment refaire un peu nos grands systèmes, s'est développé vraiment une méfiance face à ce qu'on appelait à l'époque les utopies, par exemple. Ces visions, disons, globales d'un changement à la fois profond et à la fois dans tous les domaines de la vie sociale. Et ce qu'on a vu, c'est vraiment, d'une certaine façon, une parcellisation des actions. C'est-à-dire,
qu'au lieu de réfléchir d'une manière globale, on va cibler des problèmes spécifiques et avoir une action directement sur ces problèmes-là. Évidemment, c'est absolument important, mais il y a des pièges associés à ça. C'est-à-dire le piège d'être amené dans des logiques, par exemple, bureaucratiques, en disant, ben, OK, tu milites pour le logement, ben, t'en veux combien? Et ça va me coûter combien en tant que société? Et là, je t'amène dans un débat comptable, dans un débat de règlement, d'aménagement urbain, des choses comme ça. Et vous voyez, on brise ce qui est un problème structurel profond en morceaux de plus en plus petits. Ouais. Et en bout de ligne, ben, c'est toute une question d'un État qui va signer un chèque, là. Mais il y a des militants qui te répondraient que c'est par petits gestes comme ça qu'on change vraiment le monde. Mm-hmm. Il faut cibler les problèmes. À un moment donné, on n'a pas le choix. On ne peut pas juste rester dans le macro, autrement dit. Absolument. Ouais. Donc, les petits gestes comptent, mais les petits gestes doivent être inscrits dans une vision plus large. Et c'est là que le grand débat, justement, sur le monde qu'on veut construire a lieu. C'est-à-dire que on est devant une vision, bon, on va la nommer, là, la vision néolibérale qui s'est installée vraiment, bon, dans les années 80, mais c'est vraiment à la fin des années 90 que les idéologues du néolibéralisme clament son triomphe. Il y a un livre, en tout cas, particulier qui est tout à fait charnière là-dedans, un livre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme. Fukuyama va dire... Il dit quoi là-dedans? Oui, parce que ce livre-là, on y fait référence constamment dans les médias. Absolument. Il dit quoi, Fukuyama, là-dedans? C'est un livre tout à fait important pour comprendre le contexte de la chronique qu'on va avoir dans les prochaines semaines. C'est-à-dire, Fukuyama dit essentiellement que les grands problèmes, en fait, les solutions aux grands problèmes de l'humanité sont trouvées. Elles ont été trouvées, selon lui, avec la Révolution française, essentiellement. C'est-à-dire, elles reposent sur 3 piliers. Premier pilier, les droits individuels. Deuxième pilier, le marché et le capitalisme. Et le troisième pilier, la démocratie libérale, démocratie représentative, etc. Pour lui, bon, Fukuyama, à la fin de son livre, a une vision, propose une image, il dit, ben, c'est un peu comme des convois dans le Far West, vous avez plein de chariots qui s'en vont vers une destination. La destination, elle est connue. C'est les 3 piliers dont je viens de parler, c'est-à-dire vraiment les systèmes dominants des sociétés occidentales. Ouais. Et il dit, ben, il y a des chariots qui vont prendre des chemins plus longs pour y arriver, il y a des chariots qui vont prendre des chemins plus courts, il y en a qui vont en ligne droite, il y en a qui se perdent dans le champ, etc. Donc, pour lui, et c'est pour ça qu'il parle de la fin de l'histoire, c'est que l'histoire avec un grand H est résolue dans la mesure où on sait ce que ça prend pour créer des sociétés justes et équitables, des sociétés fonctionnelles ou la moins pire des sociétés possibles. Mmh. Donc, dans ce contexte-là, ce que Fukuyama va dire, c'est que tout ce qu'il reste à discuter, c'est l'histoire avec un petit H, c'est-à-dire la résolution de problèmes. Et c'est à ça que je faisais référence quand je parle de la parcellisation. C'est même plus vu comme des luttes, c'est vu carrément comme des problèmes à régler. Ouais. Et là, ben, l'État non contesté, dans un système capitaliste non contesté, devient l'instrument pour régler ces doléances et ces petits dysfonctionnements-là. Ce dont on parle ici, évidemment, c'est de remettre en question les postulats centraux, là. Donc, lui, il présentait ça d'une façon... Il présentait la démocratie libérale, l'économie de marché d'une façon... Il donnait son satisfecit à tout ça, autrement dit, Fukuyama. Pour lui, c'était favorable, tout ça, non? Absolument. Ouais. Oui. Et Fukuyama a été vu, justement, même comme un penseur de droite, je présume. Oui, ben, comme un penseur de droite, mais vraiment comme le grand apôtre, l'idéologue. Cette vision-là où tous les problèmes finiront par s'abolir dans ces 3 piliers-là que tu as nommés. Oui. Juste pour donner un exemple. Dans la gestion des forêts,
bon, un de mes thèmes de recherche, c'est vraiment la gestion de la forêt au Québec et de la manière dont, évidemment, le public est plus ou moins amené à y participer. Dans une consultation publique, il y a une dame qui s'avance à un moment donné et qui dit, la forêt, elle a une importance spirituelle pour moi. La forêt est un lieu de ressourcement. Elle a une valeur intrinsèque qui fait que simplement d'aller me promener, marcher en forêt, voir des oiseaux, etc., c'est bon pour ma santé psychologique. Donc, dans le processus de consultation publique, évidemment, les gens savent, les ingénieurs, par exemple, qui mènent ces consultations-là, ne savaient pas trop quoi faire avec une vision comme ça. Ouais. Et là, la réponse qui lui a été donnée en disant, a été de dire, OK, madame, on comprend que la forêt, pour vous, c'est un lieu de ressourcement, mais pour vous ressourcer, vous avez besoin de combien grand? Ça vous prend combien de forêts? Est-ce que 10 hectares de forêt, c'est suffisant pour vous? Est-ce qu'on peut négocier à 11 peut-être, etc. Donc, vous voyez cette logique-là, c'est-à-dire que, évidemment, elle parlait d'un point de vue où elle avait un rapport, disons, qualitativement très différent, par exemple, à la forêt de celui que pourrait avoir l'industrie. Mais là, dans cette logique-là, où il y a un cadre qui n'est pas questionné, fallait la ramener dans quelque chose qui était mesurable. Parce que ce cadre-là n'est pas capable de métaboliser ce genre d'appréhension-là non comptable de la réalité de la forêt, par exemple. Exactement. Ouais. Dans la mesure où il est hors de question de questionner les fondements de notre rapport à cet environnement-là. Moi, sur Fukuyama, peut-être, moi j'ai entendu beaucoup de sociologues, de philosophes dans les médias faire référence au livre ces dernières années. Et c'était toujours pour dire, on sait maintenant qu'il s'est trompé. Mm-hmm. Qu'est-ce que ces gens-là entendent par là? En fait, c'est que le livre, d'abord, c'est un article, mais le livre de Fukuyama, donc c'est les idées centrales sur la fin de l'histoire, paraissent en 1989. Donc, à la chute du mur de Berlin, le bloc de l'Est est en train de se dissoudre et c'est vraiment le moment du triomphe total du néolibéralisme, où ils disent, regardez, le dernier compétiteur qu'on avait, le dernier compétiteur à la démocratie libérale, à l'économie de marché, au régime de droit individuel, qui était incarné par les États-Unis, son dernier grand compétiteur, qui était l'Union soviétique et tout le bloc de l'Est, vient de s'effondrer. Et là, Fukuyama dit, c'est... la preuve que j'ai raison. Oui, là, c'est le triomphe civilisationnel. C'est ça. Dans la mesure où, évidemment, le monde était encore plein de problèmes, mais il disait, il n'y a plus de cadre qui peut faire compétition à ce que les pays de l'Ouest ont à offrir. Évidemment, ce moment de triomphe-là n'a pas duré très longtemps. A duré à peu près une décennie, là, on peut dire au 11 septembre 2001, l'idée d'un monde unipolaire commence sérieusement à s'effriter. Là. Et là, depuis ce temps-là, évidemment, on voit des modèles alternatifs, des grands blocs encore se développer et on retourne vers un monde multipolaire. Donc, à l'échelle macro, on pourrait dire, le triomphe que Fukuyama et toute la coterie néolibérale annoncée à la fin des années 80, évidemment, ne tient plus du tout la route. J'ai pas entendu dire qu'il avait admis lui-même qu'il s'était trompé. Mm-hmm. Oui, dans la mesure où sa vision macro-historique, il n'y a plus personne qui peut la soutenir. Dans la mesure où même dans les pays, dans les démocraties libérales, ce qu'on voit, c'est des reculs de la démocratie. Avec la montée des régimes populistes. La Chine aussi. Qui développe un modèle autre. Un contre-modèle qui est pesant. Qui est pesant et qu'elle commence à exporter. Oui, c'est ça, en Afrique notamment. Oui, effectivement, avec son influence dans différentes régions du monde. Donc, tout ça pour dire que cette annonce qu'il avait faite, et Fukuyama
comme je disais, la ramenait vraiment, ramenait le triomphe de ce modèle-là carrément là, aux guerres napoléoniennes, où il disait, le jour où Napoléon est entré dans Iéna, en Allemagne, ça a été le triomphe définitif de la République sur les monarchies, par exemple, les monarchies allemandes. Donc, pour lui, à partir de... Et il se basait sur Hegel. Hegel disait, finalement, c'est la raison qui triomphe dans l'histoire. Donc, lui, Fukuyama suivait ce fil-là jusqu'à 1989. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui diraient que la raison est en train de triompher dans l'histoire. Bon, fascinant tout ça. On va se revoir dans 2 semaines et tu vas nous parler de quoi pour... là, aujourd'hui, on présentait un peu ce que la chronique nous réserve. Nous, on fabrique des mondes. Tu vas nous parler de quoi dans 2 semaines? Bon, donc, effectivement, on donne un portrait d'ensemble aujourd'hui. Et dans les prochaines chroniques, ce qu'on va faire, c'est entrer dans des visions spécifiques. Dans 2 semaines, on va regarder ce qui a été un plan de match, disons, qui s'appelle... le projet 2025. Donc, on va commencer avec une vision du monde très conservatrice. Pourquoi? Parce que il y a eu toutes sortes de spéculations, de discussions autour du lien qu'il y aurait entre ce document, le projet 2025, qui a été mis sur pied par un ensemble de penseurs conservateurs américains, et ce que Donald Trump veut réaliser durant sa première année de mandat. Donc, ça va valoir la peine de regarder un peu le monde que ces gens-là tentent d'imaginer. Donald Trump, systématiquement, dit qu'il s'en détache. Il s'en détache et qu'il s'en inspire pas. Mais en même temps, quand on regarde le document, évidemment, on voit qu'il y a des projets très spécifique pour chacune des agences américaines là, et chaque pan du gouvernement et comment le transformer. Bon, on promet d'être... En tout cas, on sera pile poil dans l'actualité parce que M. Trump aurait été assermenté une semaine avant, si mes chiffres sont bons. Il était assermenté le 20. Hein, le 20, oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de ça à ce moment-là. Martin Hébert, directeur du département d'anthropologie de l'Université Laval, merci beaucoup pour cette belle chronique. On se revoit dans 14 jours. Bye. C'est un plaisir.